Donc cette fois, je représente La nuit avec un moustique pour vous présenter les méthodes substitutives, les obstacles et les perspectives. Donc nous avons vu qu'il y avait un consensus scientifique sur les limites à l'expérimentation animale. Donc, en règle générale et notamment dans le cadre des pathologies neurodégénératives, comme Gérard nous l'a expliqué. Je vais donc vous présenter donc les méthodes substitutives qui existent aujourd'hui. Il faut savoir que j'avais invité une start-up pour vous les présenter, qu'elle ne pourra pas être présente, donc je ferai de mon mieux pour vous expliquer ça de manière claire, mais logiquement ça devrait être clair parce que j'ai essayé de vulgariser la question et je vous présenterai une petite vidéo pour vous permettre de voir un petit peu à quoi ça ressemble. Donc on va parler d'organes sur puce et de microfluidiques. Et donc, il y aura cette petite vidéo et je vous parlerai des exemples européens et de ce qui se fait aux États-Unis. Et pour terminer, un petit mot sur les obstacles financiers et réglementaires et les propositions que nous faisons avec La nuit avec un moustique. Donc, je vais slide. Alors ça, nous avons vu le taux d'échec, je pense, 90% des molécules en phase préclinique, donc entre la phase préclinique et l'autorisation de mise sur le marché, 90% des molécules sont rejetées. Donc on va directement passer à la question des organes sur puce et de la microfluidique. Alors les organes sur puce, ce sont ces organes miment les fonctions organiques telles que, par exemple, l'activité pulmonaire. Et les organes sur puce sont capables donc de mimer l'ensemble des organes qu'on retrouve dans le corps. Donc le cœur, le foie, les reins. La microfluidique, en fait, elle va mimer la circulation des gaz, des fluides corporels tels que le sang ou l'oxygène. Et lorsque, par exemple, on met des organes sur puce dans un petit boîtier, on va pouvoir les associer avec justement grâce à la microfluidique. C'est-à-dire qu'on va pouvoir leur permettre de communiquer entre eux comme dans le corps humain. Alors pour ça, donc j'ai une petite vidéo. Alors je vais essayer de la lancer sans faire... Ah bah si, voilà. J'ai... Nicolas, s'il te plaît. Alors la vidéo est en anglais. On a fait des sous-titres en français. Mais c'est vraiment pour vous permettre de voir un petit peu ce qu'il est capable de mimer grâce aux organes sur puce et à la microfluidique. Je la lance. Several thousand diseases affect humans, of which only about 500 have any treatment. Getting a drug through the current development pipeline takes too long, is too costly, and the vast majority of new therapies, about 95%, never make it past clinical trials. Drugs that seemed promising in early studies using cell and animal models often don't have the same response in humans. We need an alternate research model that accurately represents the human response. NCATS, the National Center for Advancing Translational Sciences at the National Institutes of Health, is supporting research to make this possible. Through the Tissue Chip for Drug Screening Program, a collaboration among NIH, DARPA, FDA, and researchers nationwide, NCATS is supporting research on bioengineered devices that mimic the function of human organs. The goal is to use these tissue chips to test the safety and effectiveness of potential new drugs, weed out those that don't work, and pursue ones with the most promise. The chips are fabricated from a flexible plastic with ports and channels to allow nutrients and oxygen to pass through them. Unlike cell culture and animal models, the innovative design of tissue chips replicates the complexity of the human body environment. One example is a liver chip, which includes multiple cell types that are organized much in the same way as they are in the human liver. Features such as blood flow can be mimicked to recreate what cells experience in the body.
The complexity of these chips generates human-specific data, which enables researchers to better understand how the liver responds to a drug and if it is toxic, critical data before testing in people. By connecting chips that represent various organs into a full human body system, scientists may better understand how the whole body responds to drugs and if they're safe and effective. For example, chips that include additional factors such as hormones could help researchers investigate differences between male and female responses to drugs. The ultimate goal is to use these chips in a variety of ways, including to advance precision medicine, test for environmental toxins, and develop disease-specific models such as for cancer and rare diseases. By developing, demonstrating, and disseminating tissue chip technology, NCATS is improving health through smarter science. Non, pas deux fois. Merci beaucoup, Nicolas. Alors, comme vous l'avez vu, donc ces organes sur puce peuvent mimer des fonctions très complexes de l'organisme humain. Et donc, on peut déjà faire des tests très précis et on pense aussi à la médecine personnalisée. Comme vous l'avez vu, on peut, en incluant des hormones, mâles ou femelles, enfin masculin ou féminin, se rapprocher justement des réactions d'un individu à l'autre, s'il est homme ou femme. Je vais vous parler des exemples européens que nous connaissons. Donc, il y a de nombreuses startups en Europe qui ont émergé, et notamment sur le territoire français. Elles sont toutes prometteuses, mais elles restent très confidentielles. C'est pour ça que je souhaitais vous en parler. Donc, en Suisse, nous avons la société Oncoteis, qui est spécialisée dans la recherche contre le cancer. Donc, ils fabriquent des mini-poumons qu'ils vendent à d'autres sociétés de l'industrie pharmaceutique. Cette entreprise crée également des modèles in vitro à partir de cellules de fumeurs et travaille donc à la mise en place de mini-organes en réseau pour simuler un système entier et ainsi comprendre comment le médicament est métabolisé par les différents organes. À l'Université du Luxembourg, nous avons le professeur Jens Schwamborn, qui lui est spécialisé dans la recherche sur la maladie de Parkinson. Donc lui, il crée ce qu'on appelle des organoïdes, hein, ce sont des mini-cerveaux. Donc à partir de ces mini-cerveaux, il va vraiment améliorer la recherche sur la maladie de Parkinson. À Paris, il y a la société Poetis, qui est spécialisée dans la bioimpression de tissus, merci, de tissus en 3 et 4D, en vue de la reconstruction en médecine régénérative, telles que les greffes de peau, et également pour réaliser des tests de toxicité. Alors, l'impression de tissu humain en 3 et 4D, alors 3D, vous imaginez très bien ce que ça peut être. La 4D, c'est justement quand on va associer la microfluidique. Donc, cette microfluidique dont je vous ai parlé, qui va permettre les interactions, l'interaction comme ce serait le cas dans le corps humain, donc avec ce qui va mimer les fonctions de l'oxygène ou du sang. La société Eden Microfluidics, qui est également à Paris, travaille sur la mise au point d'organoïdes cardiaques, pulmonaires ou hépatiques. Et la convergence de la microfluidique et de cette ingénierie tissulaire va constituer une alternative efficace au modèle animal et aux tests, pour les tests des médicaments. Donc, il y a également le programme Valitox, qui lui constitue une véritable alternative scientifique à l'expérimentation animale, dont la fiabilité est supérieure à celle des tests habituels réalisés sur les animaux et permet de remplacer les tests en toxicologie et écotoxicologie concernant les domaines pharmaceutiques, cosmétiques, alimentaires, agrochimiques et les substances chimiques. Voilà. Comme nous l'avons vu donc, dans la vidéo que je vous ai présentée, donc, qui était une vidéo donc, américaine, les États-Unis et la France n'ont pas encore la même approche par rapport au travail sur ces méthodes. Donc, il y a des perspectives scientifiques et économiques que les États-Unis ont très très bien cernées. Et donc, dans cette vidéo, nous avons vu que le NIH, donc National Institute of Health, la DARPA,
Defense Advanced Research Project Agency, la FDA, Food and Drug Administration, et les chercheurs américains collaborent ensemble et mettent leurs compétences en commun pour faire avancer la recherche substitutive. En France, il existe le consortium de la Microfluidic Valley. C'est un consortium qui est basé à Paris et qui donc fédère une dizaine de start-up, dont Eden Microfluidics et Poetis, dont je vous ai parlé juste avant. Donc j'en parle parce qu'elles sont très confidentielles et pourtant elles sont sur le territoire français. Et merci beaucoup. Moi, j'oublie le, le diaporama. Les startups françaises, donc de la Microfluidic Valley, on pourra, alors si certains d'entre vous sont intéressés, il est possible d'aller les rencontrer, donc on pourra en reparler ensemble si vous le souhaitez. Donc en tout cas en France, il n'existe pas de programme de coordination comme il en existe aux États-Unis. Donc et par ailleurs, le manque de financement public, comme les contraintes réglementaires, pèsent sur les scientifiques, qui ne sont d'ailleurs pas des juristes, c'est important de le noter. Tout ça limite l'exploitation des compétences françaises. Et pourtant, nous disposons d'un potentiel qui nous permettrait de devenir des laboratoires d'excellence en termes de recherche et de brevets, avec des perspectives qui en résulteraient. Alors, nous avons déjà un petit peu évoqué les obstacles financiers et réglementaires dans les précédentes interventions. Il y a question de la validation des méthodes alternatives par les GVAM notamment est un processus coûteux et lent. Depuis sa création en 1991, les GVAM n'a validé qu'une cinquantaine de méthodes alternatives et le délai pour valider ces méthodes peut aller jusqu'à 10 ans et coûter jusqu'à 1 million d'euros. Voilà, donc ça c'est en plus, le GVAM a vu son budget passer de 15 à 6 millions d'euros en 10 ans, donc des budgets qui sont limités. Et donc, voilà, ça fait partie des leviers sur lesquels nous devrons essayer il faudra agir à ce niveau-là. Il y a d'autres contraintes aussi qui sont l'accès à l'utilisation des matériaux humains, parce que la réglementation, elle donne des précisions sur les modalités d'accès aux tissus humains, mais c'est tellement complexe que ça décourage les chercheurs qui souhaiteraient innover. Voilà, donc nous avons fait un petit peu le tour de ce qui existait et puis des freins que nous connaissons. Et donc, en fait, les propositions de la nuit avec un moustique pour pallier justement à ces différents obstacles, ce serait l'élaboration d'une proposition de loi portant sur la création d'une agence nationale pour le développement des méthodes substitutives n'utilisant pas d'animaux. Donc, cette agence serait chargée notamment d'élaborer un répertoire des méthodes substitutives et un recensement des laboratoires ayant vocation à développer ces méthodes sur le territoire national, de favoriser la mise en relation des acteurs de la recherche et des pouvoirs publics, de renforcer le soutien public financier à l'égard de ces méthodes, d'améliorer la réglementation, comme nous l'avons déjà vu, pour l'accès aux matériaux humains, de faciliter l'accès des scientifiques à la réglementation applicable, parce que, comme nous l'avons vu, c'est un cadre réglementaire très complexe qui décourage. Donc, il faut donner de quoi aux scientifiques pouvoir travailler sans que ça complique leur tâche. Favoriser l'enseignement auprès de la communauté scientifique et enfin sensibiliser les pouvoirs publics et l'opinion publique à ces méthodes. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.